Et nous voici enfin arrivés à l'épisode final de cette petite série des JDR. Et oui, je sais, bon sang que le temps file à une vitesse, mais toutes les bonnes choses ont une fin, c'est comme ça, que voulez-vous. Alors on a parlé dans cette série des moments amusants, mémorables, décevants, des échecs ou encore des réussites critiques. Mais qu'en est-il des moments que l'on pourrait qualifier de choquants? Bon, je mets ça entre guillemets bien évidemment, puisque bon, là-dedans, on peut rentrer plein de choses, des plot twists, des moments qui nous ont vraiment laissé ébobis. J'ai toujours aimé ce mot, ébobis. Bref, vous savez, ce genre d'instant qui nous a fait ouvrir grand les mirettes de par son côté inattendu, ou voire un petit peu graphique, comme on dit, outre-Atlantique. Mais quel est donc ce fameux moment qui a coupé le souffle de nos chers intervenants? On va aller leur demander sans plus tarder, mais ne nous pressons pas comme d'habitude. Et pour la dernière fois, eh ben oui, je vais le dire, le générique. Le moment le plus choquant, je crois, en termes de vraiment une plot twist que je ne m'attendais pas, ou les choix de perso, ou des scènes complètement folles, vraiment quelque chose qui était comme surprenant, qui m'a désarçonné, ça serait dans la première fois que j'ai animé la partie de... En fait, c'était pour le jeu Stars Without Number, on jouait avec ce règle-là, pour une campagne que j'avais écrite qui se nommait en fait Boreas Station. Et pour ceux qui écoutent la vidéo, vous pouvez voir derrière moi, il y a une affiche de l'autre côté, qui représente en fait Boreas Station, qui a été fait par une des joueuses qui avait tellement apprécié l'aventure qu'elle en avait fait une affiche. Et cette campagne-là, qui a été au final très courte, et je ne peux pas vraiment décrire le moment en soi, plutôt que simplement mentionner que ça a été une implication des joueurs dans l'interprétation de leur personnage qui m'avait vraiment désarçonné, parce que je ne pensais pas qu'ils allaient autant se sentir investis dans une histoire qui était quand même assez surréaliste, qui était quand même assez difficile un peu, des fois je trouve, à connecter, parce qu'il y avait des moments qui étaient très oniriques, qui étaient très, on va dire, qui n'étaient pas du tout tangibles ou en contact, là, des choses que tu ne comprendrais, qu'on ne peut pas vraiment comprendre ou donner un sens de vie autre que par le symbolisme. Et ils étaient vraiment super investis, puis on va dire la dernière heure et demie de jeu de cette aventure-là, avant la fin inattendue, on est passé de tous les joueurs, tous les personnages ont survécu jusqu'à la toute fin. Et dans les peut-être dernières heures, sur une campagne de quand même plusieurs parties, je dois avoir peut-être 4 personnages sur 6 qui sont morts. Et dans un déluge de violence inattendue, de trahison, on va dire, de profiter de l'inconscience d'un personnage pour l'achever. Des choses comme ça qui m'ont complètement désarçonné, qui m'ont complètement mis sous le choc, parce que je ne m'attendais pas que ça déboule aussi rapidement, et que même à la fin, au final, dans les 2 personnages restants, eh bien, il y en avait un dans le lot qui était aussi mal intentionné, alors qu'il ramenait sur Terre un microbe, un parasite provenant d'une lune, la lune de Titan, justement, avec lui, alors qu'il m'avait bien mentionné qu'il voulait ramener quelque chose, qu'il voulait l'avoir avec lui, mais qu'il n'était pas sûr encore s'il allait le faire, et finalement il l'a fait. Et cette campagne-là, cette histoire-là, c'est très mal terminé, si on y pense. Ça m'avait vraiment marqué. T'sais, le terme choqué n'est pas vraiment le bon mot, parce que je ne suis pas choqué, je ne suis pas surpris si facilement, mais ça m'avait vraiment désarçonné de voir justement l'implication émotionnelle et narrative des personnages, des joueurs au courant de cette game-là jusqu'à la toute fin, et même dans les dernières minutes, alors que la campagne s'est terminée, on s'est tous un peu regardés en silence, alors qu'il y a eu quelques minutes où justement tout devait retomber un peu, et on a pu se regarder entre nous, réfléchir, on a fermé boutique, on a terminé ça là, tout le monde est parti chez eux, et ça m'a aussi fait comprendre à quel point je pense que ça a été une des fois où je me suis rendu compte que le jeu de rôle était fort à ce point-là, de nous faire voyager, de nous faire transporter dans des lieux, dans des endroits, dans des époques différentes, et qu'on en revient marqué. Alors plusieurs années plus tard, j'ai encore ce poster-là derrière moi, et j'en garde un souvenir absolument mémorable. Je crois que le moment le plus choquant que j'ai vécu, dans le sens surprise, dans un jeu de rôle, ça a été lors de ma première partie complète de Fall of Magic. Fall of Magic, c'est un jeu de rôle sans maître de jeu, dont le support est une carte sur laquelle on se déplace petit à petit pour suivre le voyage du groupe. Le mage et ses compagnons, qui retournent sur la terre natale de celui-ci, car la magie se meurt. Sur la carte, chaque étape possède des amorces qui permettent d'inventer des scènes.
développer les personnages, etc. Et franchement, la première fois que je suis arrivé jusqu'au bout de la carte, c'est-à-dire jusqu'à destination, j'ai été super étonné par ce qui s'y trouvait. Ça ouvrait plein de pistes de réflexion sur le jeu et sur son univers. Je n'ai pas encore joué à City of Winter, le nouveau jeu du même auteur et sur le même modèle, mais j'espère qu'il proposera une expérience aussi intense. Ça, c'est dans mon univers. On joue dans les chaînes du destin, ma campagne. Il faut savoir que dans l'univers de Warhammer, tu as des points de destin. Alors ça te fait pas revenir à la vie, mais ça t'évite de mourir. Et en fait, moi, j'ai fait tout un scénario qui permet qu'en fait, les joueurs meurent et reviennent complètement à la vie. J'ai pas vraiment prévu jusqu'à où ça pouvait aller. À un moment, mes pauvres joueurs se retrouvent enchaînés en esclaves par des nains du chaos dans une mine, et ils se rendent bien compte qu'ils sont dans la merde. Du coup, ils discutent entre eux sans me prévenir, et le jour avant le tournage, je me souviens encore, on était dans la salle en train de manger juste avant qu'on se mette sur le plateau. Ils ont tous un petit sourire de biais et je dis non, tu verras. Et je sais pas à quoi m'attendre. Et en fait, ils décident de libérer tous les autres esclaves et de les réunir en un endroit. Donc t'as des orques, des gobelins, des nains, donc rien du tout qui s'entend ensemble. Et je sais que je suis assez mitigé sur cette action. Je sais que ça va mal se passer pour eux. Là, ils se retournent et le prêtre de la troupe, qui est un prêtre d'un dieu noir, Malal, le dieu que j'ai créé, décide de s'adresser et leur explique qu'il est béni des dieux et qu'il ne peut mourir, qu'ils sont invulnérables et que s'ils le suivent, ils seront tous invincibles. Alors évidemment, la foule le regarde en disant qu'est-ce que tu racontes, dieu noir, ça va pas la tête, va voir ailleurs si on y est. Et à ce moment-là, deux de ses potes prennent des pioches et mettent des coups dans la tête, dans la cervelle de Kruger, et dans son cœur, et le tabassent à mort avec les pioches. Suite à des petits effets de sang et tout, je suis choqué en fait qu'ils butent un de leurs potes devant nous comme ça. Et puis tous les PNJ se taisent, certains commencent à s'affoler de les voir tuer un des leurs comme ça devant eux sans raison. Quand soudain, il revient à la vie devant eux. Il nous a fait une Jésus-Christ. C'est-à-dire que littéralement, ils ont prévu de le tuer puis de le ramener derrière pour leur dire regardez, c'est vrai. Et là, c'était choquant en fait, c'était un peu twist où moi-même je m'y attendais pas. J'étais tellement étonné en fait de voir ça et je m'attendais pas du tout que j'ai accepté. Et du coup, je crois que 95% de mes PNJ sont entrés dans une sorte de frénésie et les ont suivis, même des nains qui ont rejoint le culte. Et donc dans la saison 2 actuelle, ils ont des nains qu'on appelle des barbes maudites qui les suivent et qui travaillent pour Malal maintenant parce qu'ils ont fait cette scène si incroyable que je pouvais pas ne pas agir dessus. Alors ils ont encore sauvé derrière, mais c'était assez fou comme scène. Voilà, donc ça, moi, c'était le moment le plus sur le cul, c'est que mes joueurs m'ont posé une Jésus-Christ sans me prévenir. Je dirais que c'est toute notre campagne de Vampire, la Mascarade. Donc c'est un jeu de rôle gothique, tragique, moderne, où on voit des humains lentement perdre leur humanité et se transformer en monstres. Donc, quand j'étais jeune, on a joué à ça beaucoup quand j'étais jeune adulte, puis on faisait beaucoup de blagues, on se prenait pas au sérieux, mais j'ai rejoué pour Etu-Game avec des amis, des comédiens, puis on s'est tellement surpris à aller à fond là-dedans, puis s'attacher aux personnages. Puis c'est ça qui est choquant, c'est que tu t'attaches aux personnages, t'as le goût de les voir gagner, mais en même temps, c'est des monstres. Alors ce qu'ils font, c'est terrible. Fait que ça fait tellement mal, c'est choquant de faire comme « Wow, mon Dieu, Ratso, j'ai vraiment envie qu'il réussisse à réparer, faire la paix avec son passé, mais en même temps, il vient-tu tuer des adolescents? Il vient-tu de... » Puis il n'y a pas le choix, c'est un vampire, il faut qu'il tue pour vivre. C'est troublant, hautement troublant. On jouait aussi avec des gens qui connaissaient pas mal bien l'histoire de vampires, puis les rouages des clans et tout ça. Fait que oui, là, moi je me souviens, j'ai été hautement choqué par la fin de cette campagne-là, où ça finissait pas mal à couteau tiré entre les joueurs, là, c'était extraordinaire. Fait que oui, le moment le plus choquant, je pense que c'est vraiment d'explorer la lente transformation en une créature immortelle de André le Géant. Je peux pas détailler ça, il faut aller le voir, c'est comme pas gay. Il y avait Hulk Hogan aussi, Hulk Hogan jouait dans la campagne. Je pense tout de suite à cette partie de Vampire où on était, donc ça faisait 6 mois qu'on était sur cette campagne. On jouait assez régulièrement, bien 2 fois par semaine, je pense qu'il y avait quand même pas mal de sessions. Et on se retrouve, donc il y avait des conflits un peu à la Game of Thrones, quoi, des conflits de famille, avec de la notoriété, avec plein de jeux de pouvoir en fait finalement. Et on avait un PNJ qu'on avait apprécié, enfin on a commencé à apprécier au fur et à mesure des sessions, qui au début on s'en méfiait, puis finalement il nous a prouvé un peu le fait qu'il était là pour nous, qu'il allait pouvoir nous aider, nous aiguiller, c'était un peu voilà le PNJ pivot. Et on a pris
pris vraiment confiance, en fait. On a vraiment donné notre confiance, à tel point que cette session, on était en mission pour lui, réellement pour lui, pour le placer à un endroit stratégique, point de vue plutôt diplomatique, voilà, un peu dans le champ politique. Et là, il a retourné sa veste au dernier moment, de la manière la plus sale. Il nous a trahis, on s'est tous fait enfermer. Il a retourné sa veste. Le MJ a tellement bien joué, le petit sourire en coin qui vraiment c'était hyper sale. Rien qu'à en parler, ça me replonge dans cette émotion. C'était juste horrible quoi. C'était vraiment désagréable et à la fois si bien joué en fait. Et j'avoue que autour de la table, il y a eu un silence pendant 5 à 10 minutes où personne n'a parlé parce que vraiment on était choqués et les MJ continuaient à décrire et nous on était là. Purée quoi, on s'est fait avoir comme des bleus. Voilà, donc c'était vraiment assez incroyable. Ça nous a marqué toutes et tous. Je n'ai pas vécu de moment très choquant en tant que joueur, mais le moment le plus choquant en tant que MJ, que j'ai fait vivre, je pense, c'est Perspective démente. Je ne vais pas spoiler le moment, mais sachez que, vous pouvez le découvrir, les viewers ont été choqués, les joueurs étaient vraiment choqués, et je pense qu'il y a des vraies larmes. Je pense que c'est un moment, si vous voulez, j'ai mis 1 an à le préparer. Quand on a tourné, il a fallu attendre près d'1 an pour pouvoir en parler avec le public. C'était un cauchemar. C'est l'un des plus gros twists qu'on ait jamais fait. Je ne veux pas le spoiler ici, mais je pense qu'il choquerait n'importe qui. Et ce que je dirais, c'est que c'est un bon twist. C'est-à-dire que j'ai joué carte sur table pendant une saison entière. Je n'ai absolument pas été avare en petits détails, petits clins d'œil, petits trucs qui amènent la révélation. Et c'était vraiment un pur plaisir de voir sur la gueule des joueurs la surprise. Et après, ils en ont fait des cauchemars. Et je sais pas comment vous dire, le moment où j'ai dû révéler ce moment incroyable, j'étais comme, vous savez, quand on est jeune, quand on a nos premiers amours et qu'on est là, qu'on a écrit un petit message, un tel. Je veux, est-ce que tu veux sortir avec moi? On plie le petit message et on va lui donner. Et là, ça fait peur quoi. On se dit, il faut pas que ça foire, et on le donne. Et ben j'étais exactement pareil. C'est-à-dire qu'en face, c'était pas mon amour de jeunesse, c'était mes joueurs. C'était pas un mot pour leur dire, est-ce que tu veux sortir avec moi? C'était une révélation que j'avais préparée pendant 1 an. Et putain, ça a bien marché quoi. C'était vraiment une réussite incroyable. J'étais tellement content de moi, mais aussi de eux, parce que vraiment, ils ont interprété tout ça de manière brillante, et c'est un grand moment de révélation, de choc, qui peut se lire sur le visage, et ça, c'est trop bien, quoi. Et le fait qu'on l'ait enregistré, tellement bien. On a eu des problèmes sur cette saison, des problèmes de son, etc., mais je peux vous assurer que j'étais prêt à recréer la vidéo pixel par pixel pour qu'on revoie ça. Et du coup, déjà, j'étais complètement sur les fesses. Voilà, je savais pas du tout comment gérer ça. Et j'étais devant cette problématique où mon personnage pensait qu'il avait tout perdu. Et il retrouve son enfant. Mais son enfant veut le tuer. Comment faire? Est-ce que du coup, il va quand même empêcher tous les événements qui sont en train de se passer en tuant son fils ou pas? Et c'était un choix qui était pas facile. Mais au final, mon personnage ne l'a pas tué. Et du coup, je sais pas ce qui s'est passé dans le monde après, mais où l'enfant s'est calmé, enfin l'enfant qui était un peu grand quand même, hein. Donc où l'enfant s'est calmé, ou alors le monde a péri avec mon personnage, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a été un moment où je suis restée longtemps sur ma chaise, bouche bée, en mode... Non, c'est pas possible. C'est le pire méchant que je pouvais imaginer. Alors, le moment le plus choquant que j'ai vécu en jeu de rôle, c'était sur le système sombre, qui est un système fait pour faire de l'horreur en one-shot. Et les personnages étaient imposés. Je me suis retrouvé à jouer un surveillant d'orphelinat assez tyrannique. Et le scénario était adapté de La Nuit des Enfants Rois. Donc, dans ce scénario, les enfants de l'orphelinat certains commençaient à avoir des pouvoirs spéciaux et à se venger des adultes et à les éliminer les uns après les autres. Et là, je me suis un peu pris dans le scénario, c'est-à-dire que je me suis un peu oublié, ce qui fait que mon personnage, qui ne pouvait pas se poser en victime, il était tyrannique, c'était un peu lui le méchant en fait à la base. Il pouvait pas se poser en victime, donc il a commencé à se défendre face aux enfants qui agressaient. Il pouvait ni fuir, ni se cacher, il fallait qu'ils se battent. Donc je me suis retrouvé, à un moment donné, à avoir une espèce de recul sur le personnage. J'ai vu mon personnage de l'arrière en train de massacrer des enfants, et quand j'ai pris conscience de ça, je me suis senti assez mal.
Parce que j'étais en train de me dire, là je suis en train de jouer. En fait, c'est assez rare de se retrouver à jouer quelque chose qu'on ne cautionne absolument pas. Et je pense que ouais, c'est ça le moment le plus choquant que j'ai vécu en JDR. C'est quand je me suis rendu compte que mon personnage m'avait échappé et commençait à faire des atrocités parce que j'étais trop pris dans le scénario. Le moment le plus choquant, je suis content de ne pas l'avoir vécu en tant que joueur, mais je l'ai fait vivre à mes joueurs. Et en fait, il y en avait 2 et dans la même campagne. C'était encore du Star Wars. Star Wars D6, une campagne qui doit avoir maintenant presque 15 ans, je pense, et qui a mis un terme surtout déjà à la malédiction de la campagne inachevée. C'est un peu la première campagne qu'on terminé avec le même groupe sans avoir d'absents, etc. Donc c'était déjà quelque chose. Cette campagne, elle nous est tous vraiment restée gravée dans les esprits parce qu'il s'est passé plein de choses complètement folles. Et notamment, on jouait chez un ami. Et pendant que je fais une description, tout d'un coup, le rideau qui était derrière nous s'ouvre et un gars se pointe, un copain, qui joue un PNJ et qui va les rejoindre d'ailleurs en fait pendant cette partie, sachant que l'ami en question ne savait pas que j'avais planqué quelqu'un chez lui. Donc ça, c'était la première. Sauf que là, au moment où ils se disent que c'est terminé, un peu plus tard, il y a un deuxième gars qui se pointe, c'était le fameux Bruno. Et là, la mâchoire de mon ami Pat, à l'époque, s'est décrochée parce que c'était physiquement ce qu'il avait imaginé pour un personnage de son background. Et c'était incroyable parce qu'il l'a vu rentrer et il a bugué pendant je ne sais combien de temps. Déjà, j'ai planqué quelqu'un chez lui et je planque 2 personnes et ce gars-là qui était la description physique parfaite du personnage qu'il avait décrit dans son bac. Voilà, donc ça déjà c'était très fort. Et puis dans la même campagne, je suis quand même obligé de vous raconter un deuxième truc, c'est que à la toute fin de cette longue campagne, qui a quand même duré 1 année mais avec des scénars gargantuesques qui faisaient 15 heures de jeu, le grand méchant de la table, c'était l'un des joueurs. Et là aussi on a eu droit à des « What ?» Donc voilà, c'était un très très grand moment et pour moi c'est un des souvenirs les plus dingues de jeu de rôle, cette petite et à la fois très grosse campagne de Star Wars D6. Alors pour ma part, c'était encore une fois sur ce fameux jeu de rôle Homebrew qui a déjà un peu peuplé certaines des anecdotes de cette série, et c'était la fameuse campagne Dark Low Fantasy intitulée Cabal, jetée par mon fameux ami Greg, et qui nous faisait évoluer dans une Europe médiévale alternative où la magie commençait tout juste à apparaître. Comme je l'ai dit dans un précédent épisode, on a commencé cette aventure à Clairo, un petit village tout bucolique et vachement sympa, dans lequel on a interprété des enfants, c'est-à-dire qu'on commençait vraiment nos personnages au tout début de leur vie, quoi, en gros. On avait commencé par quelques quêtes toutes simples et franchement sympas, comme retrouver un agneau qui était perdu, ou alors aller pêcher des poissons dans un lac. Bon, en bref, inutile de le dire que l'ambiance était toute tranquille et pépouse. Puis un jour, ce petit groupe d'enfants, il a décidé de s'éloigner un peu du village pour aller voir une vieille maison qui apparemment appartenait à un mystérieux sorcier, selon les légendes locales. Bon, il s'avère qu'en fait, tout ça, c'était des rumeurs, ils n'y ont rien trouvé, mais là n'était pas le problème, puisque quand ils sont finalement sortis de la maison, ils se sont rendus compte que la nuit était tombée. Une froide nuit d'hiver bien corsée, vous voyez. Et c'était notre faute en tant que joueur, parce que Greg nous avait bien signifié que le ciel s'assombrissait à maintes reprises, mais on était tellement pris dans l'histoire de la découverte de cette maison qu'on n'a vraiment pas écouté tout du long. Et là, donc, les enfants, n'en menaient pas trop large, tout comme nous d'ailleurs, et avec nos persos, donc on a quand même décidé de rentrer au village plutôt que de passer la nuit ici. Là, Greg, il a éteint les lumières autour de la table, puis nos persos ont commencé à marcher dans la neige pour revenir à la maison. Sauf qu'à un moment, on a commencé à entendre des loups qui se rapprochaient de plus en plus. Donc déjà là, on commençait un petit peu à stresser en tant que joueur, on ne va pas se le cacher, mais on gardait quand même un peu cette pensée, vous savez, un petit peu méta-roleplay, où on se disait que l'aventure de nos personnages ne faisait que commencer, et qu'elle ne pouvait pas s'arrêter comme ça brutalement, donc on se disait que tous nos persos avaient une sorte de plot armor, comme on dit dans le jargon. Et là, au moment où tous, on était un petit peu en train de penser ça, il y a un loup qui a saisi soudainement un des enfants par la jambe, et l'a traîné dans les ténèbres. Le seul truc qu'on a entendu ensuite, ce sont des hurlements qui ont fini par se taire très vite, en même temps que tout plein d'yeux qui ont commencé à luire à la lueur de la lune. Et là, en fait, on a compris que de plot armor, on n'en avait pas du tout. Et je peux vous dire qu'autour de la table, on s'est tous regardés blancs comme des linges, en réalisant qu'on venait de perdre un PJ de manière atrocement brutale. Et d'ailleurs, je me rappelle que ça a tellement été un choc qu'il faisait froid dans la pièce, je crois qu'on faisait une partie en hiver, et dans la pièce où on était, donc il faisait froid, on avait tous des plaids sur nos épaules, et tout le monde a rabattu son plaid sur sa tête comme pour s'envelopper dedans, et depuis lors, c'est devenu un mème entre nous dans notre groupe de jeu, où on sort comme ça, il y a une malle où il y a les plaids de protection émotionnelle, et qu'on les sort quand il y a un moment qu'on trouve choquant, ou qu'on est là, on se dit « Oh mon Dieu, on est choqué par ce qui se passe ». Bon, ça reste bien évidemment, vous comprenez bien, de l'ordre de la blague, ne vous en faites pas, on est juste choqué, entre guillemets. Greg, c'est un excellent maître du jeu qui connaît très bien les limites de chacun,
et qui va pas faire du gore ou de l'horrible tout simplement pour nous choquer. Voilà, je le précise, c'est important quand même. Et donc tout ça, ça s'est fini avec finalement un chevalier en voyage qui passait par là et qui est venu à la rescousse des gamins. Après que ceux-ci, d'ailleurs, aient tenté de monter aux arbres, de repousser les loups dans la panique la plus totale, hein, autant pour les gosses que pour nous-mêmes. Et entre guillemets, ça s'est bien fini, du moins pour le reste des PJ, et le PJ en question a dû refaire un personnage, tout simplement. Et d'ailleurs, hein, pour compléter un peu cette anecdote, ça a été le premier mort de Cabal, et c'est devenu un élément clé du jeu, parce que Greg gardait toutes les fiches de personnages, que ce soit des PJ ou des PNJ, qui ont perdu la vie au sein de la campagne, et pour marquer le coup, il leur plaçait une grosse croix noire dessus sur leur fiche de personnage, et je peux vous dire qu'à la fin de cette dernière, il y en avait un sacré paquet dans le cimetière. Donc voilà pour mon moment le plus choquant vécu en JDR. Décidément Cabal, ça aurait été une sacrée aventure qui m'aura donné bien des anecdotes à dire pour cette série. Et vous alors, c'est quoi donc ce moment choquant que vous avez vécu en jeu de rôle? Dites-nous en plus en commentaire. Bien évidemment, je compte sur vous pour paraphraser les éventuels passages gore ou autres, hein, histoire que la modération automatique de YouTube ne se fasse pas trop sentir. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, nous voici arrivés au terme de cette petite série, ma foi, fort sympathique. Je ne remercierai jamais assez les intervenants pour leur participation et leur sympathie. Franchement, c'était vraiment super cool et j'espère réitérer pareille expérience dans un futur proche. Spoiler alert, oui, je vais le faire. J'espère très sincèrement que de votre côté, vous aurez apprécié cette série autant que moi. Et je vous encourage à aller voir les chaînes des différents intervenants qui sont en description de cette vidéo, histoire de leur donner de la force et de voir tous les beaux projets qu'ils ont aussi dans leur besace. Et pour ma part, il ne vous reste plus qu'à vous faire de très gros bisous et vous souhaiter de passer une très bonne semaine en bonne compagnie avec vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, bien évidemment, portez-vous bien et comme d'habitude, vous la connaissez si bien, la fameuse rengaine que je disais chaque fois qui revient et qui revient et qui revient, c'était le scénarurgien. À ciao, bonsoir, les studios.